Alors cet après-midi, on aura 3 présentations sur les questions du paysage. Et notre session s'intitule « La fabrication du paysage, traces positives de la place des terres excavées ». C'est un sujet très important qu'on va aborder pour commencer avec Michel Auduit, qui est professeur à l'École nationale du paysage de Versailles et qui est partenaire de ce colloque, comme l'avait rappelé Vincent Pifteau, le directeur de l'école, qui était avec nous aussi, et qui est plutôt un retour, la présentation c'est un retour sur l'histoire des mouvements des terres dans l'art des jardins et du paysage. Juste pour l'anecdote, j'ai découvert pendant le confinement les travaux de Michel à travers un blog ou c'est quelque chose qui était sur les jardins, qui passait régulièrement pendant la période du confinement avec une autre collègue. C'est très, très intéressant. Chiara Santini, voilà. Je ne sais pas si ça continue ou pas. Non, on avait envie de continuer, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, il faut qu'on soit confiné à nouveau. Voilà. Moi non plus. Vous voyez dans quelles conditions on fait le colloque, avec beaucoup de personnes à distance. On aurait bien aimé les avoir tous avec nous. Voilà. À vous. Merci. Merci bien. Alors, la présentation que je vais vous faire s'en tient strictement à la question du jardin, élargie à travers l'histoire à celle du paysage. Donc j'aurai 4 parties qui sont un petit peu chronologiques. Alors j'ai pas peur des grands mots, je dirais de Babylone à Versailles, l'art des terrassements dans les jardins, ça sera le premier chapitre. Le second, modeler le sol et imiter la nature. Là on est plutôt au 18e, 19e siècle. Donc quand l'art des terrassements s'inspire de paysages, de certains paysages. Le troisième volet s'intéressera plutôt à la modernité, donc autour du XXe et début XXIe siècle. Entre le retour à la tradition, on verra autour de 1900-1930, et la production dans la seconde partie du XXe siècle de formes parfois abstraites et parfois inspirées également de formes naturelles. Et enfin, le quatrième point s'intéressera à cette question aujourd'hui dans des projets contemporains à l'aune de l'écologie, de la gestion des eaux, qui produit, on le verra, de nouvelles formes de terrassement tout à fait intéressantes. Je voudrais commencer par un certain nombre de mots. Alors, il en manque probablement, mais qui, autour de l'art des jardins et du territoire d'une manière générale, traite de cette question de sol avec des noms extrêmement raffinés comme Vertugadin, Boulingrin, qui sont du strict vocabulaire ou quasiment strict vocabulaire des jardins et de l'art des jardins, amphithéâtre de verdure, etc. Terrasses, évidemment. Un certain nombre de types de terrasses aussi, et puis des noms très techniques, le nivellement, le régalage, le modelage, autant de mots finalement que l'on retrouve à travers l'histoire dans les traités d'art des jardins, du moins depuis qu'ils existent, c'est-à-dire à peu près en Europe, en gros depuis la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Une citation de Boccace dans le Décaméron qui évoque un paysage, mais aussi un jardin, puisque les scènes du Décaméron se déroulent dans une villa italienne sur les hauteurs de Florence. Et puis un rappel rapide où là on n'est pas certain que ce soit de la terre, ces terrasses, puisque c'est souvent représenté sous forme d'architecture. Mais ces 2 citations, à la fois des images de Babylone, qui est une image mythique en fait de l'art des jardins, et cette évocation de Boccace dans le Décaméron qui annonce la Renaissance, je voudrais un petit peu m'attarder sur les images qui vont suivre, sur la question des terrasses et l'importance des terrasses dans l'art des jardins, depuis finalement qu'on a modelé les pentes, d'abord pour les cultiver, et puis au-delà pour créer des jardins.
Un petit rappel de la Rome antique. La Rome antique, elle est extrêmement présente encore en Italie, en particulier à Rome, parce qu'elle a servi de socle à un certain nombre de jardins, ainsi des villas qui étaient suburbaines à l'origine, sous l'Antiquité romaine, tout autour de Rome. Ont bien sûr disparu, mais ont souvent été réutilisés. Le socle a été réutilisé très souvent à la Renaissance. C'est ainsi de la Villa Médicis ou encore de ce jardin public aujourd'hui et cette fontaine sur la colline du Pincio. Je vous montre aussi une image du jardin, de la villa de Tibère dans le golfe de Capri, avec une reconstitution, puisqu'il existe encore des ruines extrêmement précises et qui ont permis de reconstituer cette villa qui s'étageait sur la colline et qui avait modelé ce morceau de colline face à la mer. Une vieille image intéressante également, nous sommes à l'Alhambra. L'Alhambra, c'est une construction sur plusieurs siècles. Et ici, nous avons deux parties. À gauche de l'image, nous sommes sur des terrasses agricoles, hors du domaine de l'Alhambra. Et nous avons une version à peine plus raffinée, d'ailleurs, à l'intérieur même du domaine de l'Alhambra. Et au premier plan, on ne voit pas trop, mais c'est ce qui caractérise quand même les terrasses. C'est un belvédère. Cette photo est prise d'un belvédère, d'une des terrasses, de la partie la plus... d'une des parties les plus raffinées de ce jardin. Montrer encore cette permanence des formes qui existent depuis la plus haute antiquité jusqu'on va le voir aujourd'hui. Rappelez quand même que ce modèle des terrasses vient de l'agriculture, et ça c'est extrêmement important. Et là je l'illustre plutôt par deux images qui vont être des images fondatrices de la perception du paysage à partir de la Renaissance. Ce dessin de Dürer, qui est au cabinet des dessins au Louvre et qui montre un paysage italien, c'est un des premiers paysages probablement présentés de manière très réaliste. Et puis cette fresque que tout le monde doit connaître, un extrait de la fresque des effets du bon gouvernement de la campagne, donc qui est à Sienne, où l'on voit toute une campagne modelée. On va voir combien la campagne modelée, y compris très récemment dans l'histoire du paysagisme, va être importante et va être sans cesse une source de référence renouvelée à travers les siècles. Nous passons presque sans transition au Jardin de la Renaissance. Les Jardins de la Renaissance sont une application à la fois de l'Antiquité retrouvée, en partie, et aussi de toute une influence qui vient à la fois du monde de l'agriculture et puis de l'évolution aussi des techniques. Les créateurs de Jardins de la Renaissance sont souvent des architectes. Je dois le dire, le métier de paysagiste concepteur, tel qu'il se présente aujourd'hui, tel qu'il existe au moins depuis la fin du XIXe siècle, même avant si on considère le nôtre, mais il ne s'appelait pas paysagiste concepteur, le nôtre. Ce métier est relativement récent. En revanche, les architectes qui conçoivent les villas travaillaient avec des botanistes, ça c'était le cas notamment à l'Alhambra, dont j'ai parlé plus tôt, et travaillaient avec des ingénieurs, des hydrauliciens. Il y avait un certain nombre de métiers autour de la conception du jardin. Le jardin lui-même, la plupart du temps, était le fait d'architectes qui dessinaient autant la villa que le prolongement naturel de la villa. Alors, à partir de la Renaissance, la plupart des traités préconisent
dans un pays de collines, certes l'Italie, de s'installer sur la pente, dans une situation ensoleillée, abritée et face à de belles vues. Et à partir de là, toutes les pentes vont être modelées, creusées, terrassées. Vont apparaître aussi l'art des jardins et la technique, la dimension technique de l'art des jardins dans plusieurs traités, à la fois des traités d'architecture, mais également des traités d'agriculture. Et c'est ainsi que ces villas vont se développer à la fois autour de Rome, donc dans le Latium, à Nombrie ou encore autour de Sienne et de Florence, où toute la campagne va être remodelée à la fois dans les domaines agricoles, mais également pour imaginer ce très beau jardin dont la plupart, enfin beaucoup existent aujourd'hui. Un terrassement extrêmement intéressant et spectaculaire, c'est celui du jardin Boboli à Florence, à l'arrière du Palais Pitti. C'est le jardin de la colline est creusée véritablement pour créer une sorte d'amphithéâtre qui dégage en partie l'horizon à cette villa qui était complètement calée au pied de la pente, ce qui est une situation particulière et originale, et qui rend spectaculaire finalement cette mise en scène. Ici, dans la Villa Médicis de Fiesole, on a un étagement plus classique de collines qui est modelé tout en terrasse. Alors très tôt, l'art des jardins, c'est aussi l'art de la récupération. Rien ne se perd, tout se recycle. Les terrasses sont issues à la fois du modelé du terrain, mais aussi de la récupération de la terre des endroits où l'on creuse. Alors on peut creuser parfois pour faire des bassins, creuser aussi pour dégager des vues. Et on verra très tôt qu'on aplanit aussi pour créer des vues. Et à partir de là, toutes ces terres finalement déplacées sont remises en scène dans le système des terrasses. Je continue avec la Renaissance italienne. On voit ici plusieurs vues de différents palais ou villas qui vont décliner, plus on va avancer dans la Renaissance, des systèmes extrêmement complexes de rampes, d'escaliers, de rampes en fer à cheval, comme cette rampe absolument fabuleuse du palais Farnèse de Caprarola, qui est l'un des plus beaux jardins d'Italie, à mon avis beaucoup plus beau que la Villa d'Este. Et donc il y a tout un art finalement de travailler la pente, de modeler la pente et de la creuser également, puisqu'on voit dans ces parties ici que la pente est creusée et on y construit à ce moment-là des grottes en général. Il en existera aussi en France sur le même modèle comme à Saint-Germain-en-Laye. J'en parlerai plus tard. L'art de s'installer sur la pente, c'est l'art aussi de guider l'eau. Ça, c'est un des plus beaux jardins aussi avec la Villa Farnèse de Caprarola. C'est la Villa Lante à Bagnaia, c'est-à-dire au nord de Rome, à la limite de l'Ombrie. On a ici la source tout à fait en haut de la pente qui est captée et l'eau va se rapprocher de son point final qui est le grand parterre, tout à fait en bas. Et elle va mettre, au fur et à mesure, le parcours de l'eau va être mis en scène complètement. Ici, vous avez une chaîne d'eau. Je l'ai située dans le dessin. Et plus on va avancer vers le grand parterre, où là, l'eau va devenir calme, plus la mise en scène de l'eau va être spectaculaire. Évidemment, cette mise en scène de l'eau, elle utilise un système gravitaire. Et là aussi, les terrassements, tout un système de terrassement accompagne cet écoulement de l'eau. On creuse par ailleurs la colline en amphithéâtre très, très souvent. L'amphithéâtre étant une forme qui véritablement met en scène le paysage. On voit ici tous les modelés de la Villa d'Este, qui utilise parfaitement une pente extrêmement importante. Là, on voit bien sur cet escalier, par exemple, qui est à la fois un escalier type en marchement, mais également un escalier d'eau.
Et puis comment, évidemment, ce système permet aussi de grandes terrasses, permet aussi d'avoir des fontaines spectaculaires. En France, à la Renaissance, cette question des terrasses, elle est présente, mais différemment au départ qu'en Italie, puisque les jardins sont souvent dissociés, associés au bâtiment et en même temps dissociés, pas de plein pied. On le voit ici au château de Blois, ou encore au jardin des Tuileries. On voit le palais des Tuileries, il y a une terrasse qui sépare, et puis le jardin des Tuileries, qui était dont la taille était légèrement plus réduite qu'actuellement. On voit encore les fortifications de Paris, en fait, puisque ce jardin avait été conçu à la limite de Paris. Et puis on voit Chenonceau aussi, qui garde un système de douves, ce jardin qui est là aussi associé au château, mais dissocié du château. Et on verra que dans l'agrandissement de certains jardins de la Renaissance, on réutilisera, on recyclera en socle, le socle souvent défensif, en tout cas anciennement défensif, qu'on a rasé, pour créer des terrasses. On fera la même chose en réalité pour la ville aussi. Hein. Si on prend les grands boulevards de Paris, par exemple, ils ont réutilisé toute une partie des déblais, de la démolition des fortifications. Et on le retrouve dans beaucoup de villes en France ou en Europe. J'évoque rapidement quelques traités autour de l'agriculture et de l'art des jardins avec ces grands théoriciens qui étaient à la fois Bernard Palissy ou Olivier de Serres et qui ont chacun à leur tour inventé le jardin idéal dans lequel il est question de terrasses, de relations au paysage. Je montre aussi une planche qui est plus récente, qui est du 19e siècle, du système des terrasses tel qu'il va se développer en réalité beaucoup à partir du 16e siècle dans les Cévennes, où tout ce territoire va être dédié à culture à la fois du châtaignier, du verre à soie, et on va décliner là tout un système très habile de terrasses. J'ai donné les références de ce livre qui est paru il y a très longtemps, hein, il y a 30 ans, mais qui est toujours une référence, Paysage de terrasse, hein, donc aux éditions Edisud. À partir du fin 16e, 17e siècle, on voit se développer des documents véritablement qui représentent l'art du terrassement. Un des plus significatifs, en tout cas pour nous paysagistes, c'est cette planche qui explique l'art de transformer la pente, de terrasser la pente, d'Antoine Desalliés d'Argenville, donc est un des premiers théoriciens de l'art des jardins. Et puis je parle de Vauban aussi parce que Vauban, on pourrait le renvoyer à l'ingénierie militaire, mais c'est loin d'être uniquement ça. Alors aujourd'hui, les citadelles de Vauban sont aussi considérées comme des éléments de paysage, pas à son époque, sauf que Vauban fait partie à son époque des personnalités qui tournent autour de Versailles, qui échangent avec les concepteurs de Versailles, comme Pierre-Paul Riquet d'ailleurs, le créateur du Canal du Midi. Et donc on voit bien que l'art des jardins, l'art militaire, l'art de la ville, etc. se croisent à partir du XVIIe siècle. Il y a un grand spécialiste de Vauban encore aujourd'hui chez les architectes, qui est aussi un grand architecte, d'ailleurs Philippe Prost, qui s'intéresse également à la question du paysage. Les terrasses. Alors là, je vous montre une collection de terrasses spectaculaires, hein, en particulier celle de Saint-Germain-en-Laye, dont la longueur est de 2,4 km, je crois, exactement. La terrasse de Meudon ou encore, plus modestement, la terrasse des Tuileries. Ces terrasses sont conçues
comme en tout cas pour à la fois Meudon et Saint-Germain-en-Laye, comme des plateaux réguliers qui viennent terminer la colline finalement. Alors on a quand même déplacé beaucoup de terre pour construire ces terrasses, et en même temps on les réfléchit aussi à l'économie. Il y a eu un grand débat entre le nôtre et le Vaud pour la construction de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Il y a eu un mini concours à l'époque organisé. C'est le nôtre qui a gagné, donc je suis bien content que le nôtre ait gagné. Pourquoi le nôtre a gagné? Probablement parce qu'il a proposé une espèce de plein jalon comme ça qui s'étire sur quasiment les 2 kilomètres, alors que le Vaud, par souci d'économie, on aurait pu penser que c'était le contraire, avait proposé une terrasse qui s'adaptait davantage à la réalité du terrain. Les Tuileries, c'est intéressant aussi, elle est conçue en 2 parties, la terrasse des Tuileries. Donc elle s'interrompt au milieu pour laisser passer une entrée, donc terrasse des bords de l'eau. Elle est censée, au départ, toutes ces terrasses et ces constructions étaient censées protéger aussi de la Seine. En réalité, c'était des promenades qui regardaient le paysage. Voilà. XVIIe siècle, c'est véritablement l'art de bouger la terre, en particulier à Versailles, mais aussi à Vaux-le-Vicomte, Chantilly, etc. D'abord, on a plus de moyens techniques et de connaissances pour le faire. Et puis, ça fait partie, dans la continuité de la Renaissance, d'un art finalement du paysage. En haut, au centre, c'est une gravure qui représente un lieu qui a été un petit peu transformé depuis, mais c'est la fontaine de la Tonne à Versailles. Donc c'est le cœur du dispositif du château. C'est le bout de la terrasse du château, et c'est là où finalement cette forme en amphithéâtre ouvre complètement la perspective sur le jardin, avec une déclinaison à la fois d'escaliers, de rampes et de système de terrasse. On voit ici une image. Un terrassement assez extraordinaire, c'est celui qu'on perçoit beaucoup moins aujourd'hui parce que la végétation a beaucoup poussé, et puis toute une partie du parc est à l'extérieur aujourd'hui et n'est plus entretenue en tant que telle. C'est cette vue depuis Jardin de Meudon qui modèle complètement une colline. Ici, c'est un lieu qui n'existe plus. C'était le château neuf de Saint-Germain-en-Laye qui dominait la Seine, dont il reste quelques vestiges qui ont été restaurés récemment. En gros, on a retrouvé une partie de ces terrasses-là, de la 2e terrasse. Là aussi, on était à la fois dans un terrassement complet de la colline jusqu'au bord de la Seine. Et également, c'était une colline creusée dans laquelle il y avait des grottes. Tout le vocabulaire, il y a tout un vocabulaire très riche du terrassement au XVIIe siècle, parfois commun avec le terrassement militaire, et notamment les glacis en particulier, que Vauban avait développé pour protéger les forteresses des attaques des boulets. Et puis il y a tout un joli vocabulaire poétique de Vertugadin, donc c'est ces talus engazonnés. Je vous montre au Jardin du Luxembourg. Le plus beau, à mon sens, est celui de Versailles, de ce bassin à Versailles, qui est presque contemporain. Je montrerai une image d'un type de glacis contemporain tout à l'heure, qui ressemble véritablement à ça. On a aussi des allées plein jalon. Ça, c'est une photo très ancienne qui servait de référence à Michel Courajou. Michel Courajou était un passionné du parc de Versailles. Et il avait une collection de photos qu'il avait faites lui-même, des photos de travail, de référence, mais qui montrent aussi comment ensuite il va restituer ça dans un certain nombre de ses projets. Et puis ici, c'est des boulingrins, donc c'est des prairies légèrement en creux. Là, on ne perçoit pas tellement, c'est très difficile à prendre en photo, au Jardin des Tuileries.
Au XVIIIe siècle, changement de paradigme, c'est la nature, et à partir notamment de représentation de la nature, qui va servir de modèle au terrassement. Alors, un des plus anciens, probablement une des plus anciennes buttes qui est recyclée dans l'art des jardins est celle du jardin des plantes, du labyrinthe du jardin des plantes à Paris. On la voit ici, sur laquelle on concevra un labyrinthe. Ici, c'est un peu exagéré sur cette gravure. Ça, c'est des photos actuelles. On va voir que la nature, les mouvements de sol, les vallonnements, les petites montagnes, les collines, etc., vont véritablement servir de référence aux concepteurs de jardins à cette époque. Il y a ici tout un travail donc de vallonnement, véritablement. On voit les avant-après du paysagiste anglais Humphrey Repton. Il intervient sur un lieu qui était la campagne, une campagne bocagère. Visiblement, il va creuser la colline, la débarrasser des lignes de bocage pour donner l'illusion de prairies qui restent agricoles en général, mais plus naturelles. Puis surtout, il va aussi creuser un lac, on voit, au pied de la pente. On invente aussi des dispositifs, en réalité ils existent déjà dès le XVIIe siècle à Versailles notamment, ce qu'on va appeler des AA en Angleterre ou des sauts de loup en France. Où on creuse des fossés qui font clôture mais laissent passer la vue et qui sont terrassés côté jardin. Là, vous avez le vase, on est évidemment côté jardin. Et là où il y a le mouton, côté exploitation agricole. On voit un certain nombre de vallonnements dans ces grands jardins. Et cet amphithéâtre de Clermont, dont on verra une copie contemporaine conçue au XXe siècle. On invente aussi des montagnes véritablement, comme les bosquets des bains d'Apollon à Versailles, sur des dessins du peintre Hubert Aubert, ou dans un terrain assez peu rocheux du parc de Versailles, on va inventer cette forme qui est faite à la fois de rochers et de terre. Ce goût pour les modelés qui renvoie à une nature complètement idéalisée à travers la peinture et à travers ce qu'on va appeler le style pittoresque, on le retrouve à peu près tout au long du XIXe siècle, en particulier à Paris, mais on le retrouve à Londres, on le retrouve également à Central Park, où on va modeler à Paris, pour les Buttes-Chaumont, une carrière, j'y reviendrai, pour donner cette illusion à la fois de lieux de montagne, voire de bord de mer, puisque c'était les images et les paysages de référence. On voit aussi des chantiers assez extraordinaires de nivellement de la colline du Trocadéro, qu'on va niveler de manière assez classique en amphithéâtre, puisque les références du Paris haussmannien et de l'urbanisme haussmannien, on devrait dire alfandien d'ailleurs, sont directement liés aux références classiques et de l'art des jardins classiques. Ici, au XIXe siècle, alors je fais juste une petite parenthèse parce que je ne voulais pas y consacrer une diapositive, mais il y a ce plan topographique du XVIIIe siècle qui est tout à fait intéressant, qui est une des premières représentations dans l'art des jardins de la topographie entre plan et élévation et relief, tels qu'on les présentait d'ailleurs pour des cartes de territoire au même moment à l'école des ponts et chaussées. C'est intéressant de voir les planches de concours des ingénieurs des ponts et chaussées qui traitaient de deux types de représentations sur un même document. On voit ici le plan topographique des Buttes-Chaumont. À ma connaissance, c'est vraiment l'un des premiers dans l'art des jardins, véritablement. Et puis, quelques planches issues du traité général de la composition des parcs et jardins d'Édouard André, qui représentent l'art des terrassements, qui l'explique, et notamment pour créer des effets, puisque, et là c'est intéressant, on raconte comment déblayer pour ouvrir un point de vue. Et tout l'art des jardins, à partir du XVIIIe siècle, ça va être de transformer finalement la topographie existante pour recréer de nouvelles géographies qui vont créer des effets selon des scènes paysagères voulues. Donc on ne va pas hésiter, y compris dans ces jardins qui sont
entre guillemets plus naturel, hein, on dit toujours que un jardin anglais est plus naturel que le jardin dit à la française, le jardin classique. En réalité, on n'hésite pas à déplacer des collines, à creuser des collines pour soumettre finalement le socle, l'assiette, à l'image désirée. Voilà ici quelques images des buttes Chaumont pendant le chantier. Ça, c'est une photo. Un chantier qui nécessite l'installation, comme dans des mines d'ailleurs, ou des carrières de rails pour déplacer de la terre. Alors dans les buttes Chaumont, c'est à la fois de la terre, mauvaise terre, hein, qu'on déplace sur place, mais également qu'on importe, et notamment toutes les terres maraîchères qui étaient dans l'emprise des fortifications quand Paris annexe toutes les communes voisines vont être réutilisées en partie dans les différents jardins qui sont créés à ce moment-là. Là, je parle de terre végétale, bien évidemment. Et puis on voit l'image du jardin fini, on voit l'image voulue, un peu exagérée d'ailleurs, et on voit bien qu'il y avait cette recherche d'un paysage escarpé, d'accentuer le côté escarpé du paysage. Retour retour à la ligne droite. Nous sommes au début du XXe siècle. En réalité, ce retour à la ligne droite commence à la fin du XIXe siècle, quand on redécouvre les jardins classiques. Et là, je vous montre quelques planches d'un grand paysagiste français qui a beaucoup construit et aménagé. Il était urbaniste également, Jean-Claude Nicolas Forestier. Et on voit bien que l'influence là, à la fois, on voit un jardin ici en haut, la planche d'en haut, qu'on pourrait qualifier d'art déco, et en même temps qui tire ses sources dans l'art des jardins, à la fois l'art des jardins classiques et l'art de la Renaissance. On voit la cascade qui est à nouveau en travaux, c'est pour ça que vous avez cette photo qui est récente, de Sceaux dont il ne restait plus que le modelé, qui avait été dessiné au départ par Lenôtre, et qui est restauré à la fois sur la forme qu'avait imaginé Lenôtre, mais dans un style art déco, par Léon Azéma, qui est aussi un des concepteurs du Trocadéro, dans les années 1930. On voit bien aussi qu'il y a une permanence finalement dans les formes. Et ce que je voudrais dire aussi sur les terrassements, il y a beaucoup de châteaux, d'architecture qui ont disparu pour différentes raisons. Le parc de Sceaux, le parc de Saint-Cloud, Marly, etc., autour de Paris, en fait. Et souvent, les jardins sont restés. En réalité, les jardins avaient été aussi endommagés. Je vais terminer. Avaient été endommagés, et en même temps, ce qui est resté, c'est le modelé des sols. Voilà. Et nous arrivons à la dernière partie, ce que j'appelais la modernité. Je commence par des planches du paysagiste Jacques Simon, qui s'inspirait beaucoup des paysages agricoles, et transposait ces formes très amples, très souvent, dans ces projets. Voilà. Et on voit un retour finalement du naturel, mais sous une forme plus graphique, plus plastique qu'elle n'était au XIXe siècle, avec ce fameux style pittoresque. Ça va donner ça, ces sources d'inspiration, mais sur des terres qui sont des terres de réutilisation. Ce sont des remblais, des déblais, de la Défense d'un côté, à la Courneuve également, parc de la Courneuve. Sont des formes qui sont aussi, qui appartiennent à l'esthétique de l'époque, hein, avec cette production à l'entrée du parc floral qui est du paysagiste Jacques Sgard, ou encore de cette mini-topographie très organique de cette pataugeoire du parc André Malraux. Ça va donner ça avec Michel Courajou, qui aussi utilise des terres de déblais, et puis une vue aérienne du parc de la Courneuve. Quand j'avais interrogé Michel Courajou il y a quelques années déjà sur le parc de la Courneuve, il m'aurait dit, si ça avait été aujourd'hui, là on était dans les années 90, à la fin des années 90, j'aurais respecté ce qu'était ce terrain, c'est-à-dire un terrain alluvial au départ. Voilà.
Le retour aussi aux formes classiques revisitées avec Michel Corajou bien sûr, mais également ce plateau qui a été réaménagé sur une butte qui a été arasée elle-même pour laisser créer un belvédère sur Paris. C'est un magnifique belvédère. Ce parc à Munich, aménagé par les paysagistes de l'agence Latitude Nord, où là on retrouve, où le grand Vertugadin du parc du Saussay, on retrouve tout le vocabulaire classique, mais remis à l'échelle du paysage contemporain et complètement épuré. Du classique, on a gardé finalement que la forme épurée dans ces terrassements. Michel Corajou qui répare le paysage qui avait été défoncé par l'enterrement de l'autoroute A14 sous la terrasse et la forêt de Saint-Germain-en-Laye. On est au début des années 1990. Il avait imaginé un terrassement en lanière qui devait aplatir, et bon, ça marche très bien d'ailleurs, donner l'illusion d'aplatir la butte créée par l'enterrement de l'autoroute. Parfois ne rien faire. Le paysagiste Jacques Simon faisait partie de ces personnes qui s'étaient battues pour garder les terris comme mémoire de plus d'un siècle d'exploitation du sous-sol dans le nord et dans l'est de la France. Et puis la manière dont finalement les terris, quelques années plus tard, ont été valorisés au titre de la mémoire, mais au titre aussi également du paysage et même parfois de lieux naturels protégés. La mise en scène, ici, on a l'état des lieux avant. C'est un projet de Bernard Lassus qui a véritablement décapé une ancienne carrière qui était traversée par cette autoroute près de Saintes pour remettre en scène les fronts de taille. Là, on retrouve un pittoresque revisité à la fin du XXe siècle. Et les terrassements aujourd'hui, à l'aune de l'écologie, tant sur le plan formel, parce que là on est quand même sur un plan formel, que dans la réalité, Jardin botanique de Bordeaux, on a recréé des reliefs pour présenter un certain nombre de milieux typiques d'Aquitaine, ou encore ce jardin inaccessible qu'a créé Gilles Clément, qui est aussi une mise en scène d'une nature vierge, absolument inaccessible aux êtres humains, à Lille. Ici, ce travail qui est fait qui est aussi graphique, plastique, et qui emprunte, selon moi, aussi au Land Art, l'agence Le Balto, qui a aménagé dans une ancienne carrière un parc et qui tire parti finalement de cette ancienne carrière qu'il remodèle. La question du sol, elle est très présente au sein de l'enseignement de l'école du paysage de Versailles, c'est celle que je connais le mieux, mais de toutes les écoles. L'un des premiers ateliers est consacré au relief et à la forme. Je montre quelques maquettes rapidement. Cette question qui sera abordée un petit peu plus tard par Loïc Pianfetti, la question du paysage a rejoint celle des infrastructures, et aujourd'hui finalement les deux se combinent aussi dans la production paysagère. Loïc Pianfetti en parlera probablement. La question de la gestion de l'eau et des terrassements dans ce très beau bassin d'orage, il faut le dire. Front de mer à Calais, remarquable terrassement qui rejoint une partie de terrassement beaucoup plus ancien, puisqu'il y a un fort de Vauban, et qui est aussi un magnifique espace public avec des jeux pour enfants qui sont mis en scène, qui s'appuient également sur le relief. Ici, c'est une image qu'on connaît, qu'on a vue, mais j'ai remis l'image du XVIIIe siècle, et on voit bien finalement qu'il y a une tradition qui se perpétue de ces formes un peu abstraites, engazonnées. Ici, c'est un parc qui a été créé au milieu de la campagne écossaise. Avant-dernière image, un peu plus de 2 siècles après le labyrinthe du Jardin des Plantes, l'agence Terre a conçu un parc à Vitry-sur-Seine et a gardé, comme dans le Jardin des Plantes, une butte anthropique,
qui était extrêmement polluée, sur laquelle ils ont conçu à la fois une promenade, un belvédère, et puis ils ont aussi adossé un mur d'escalade et un certain nombre d'équipements qui sont tout à fait contemporains. On voit que l'histoire finalement des terrassements se poursuit, se revisite. Et je terminerai par cette image avec un petit peu de poésie, finalement, montrer aussi que le dur et la technique qui peut être dure, qui peut passer par l'explosif et à toutes les époques, rejoint aussi la poésie. Et finalement, tout l'art des terrassements, c'est de voir un peu comment on peut à la fois créer de nouveaux paysages ou alors, au contraire, valoriser encore plus qu'il n'était l'existant. Voilà, je terminerai sur cette image. Merci, je crois que j'ai un peu dépassé. Des questions? Oui, Vincent, j'en aurais une. Après, mais des questions courtes, l'équilibre des blés rend blé. Est-ce que le déblai voyage dans l'histoire et est-ce qu'on a une vue de à partir de quand les déblais ont commencé à se déporter un peu loin? Parce que là, tu as montré toute l'économie qu'il y avait dans beaucoup d'aménagements où ce qu'on creuse, on le remet juste à côté. Il voyage, il voyage dans une période, enfin, dans l'art des jardins, il voyage dans une période assez récente, finalement, même si, par exemple, le labyrinthe du jardin des plantes s'était fait, enfin, en tout cas, le tas de terre s'était constitué au fil des siècles, un peu comme un dépôt. En réalité, enfin, c'est le cas d'ailleurs des terres aussi qui vont constituer le parc André Malraux. Mais même à cette époque où on déplace de la terre beaucoup plus, parce qu'on a aussi les moyens de la déplacer, des camions, etc., on va quand même, par économie, très souvent la réutiliser. C'est une des raisons pour lesquelles on crée des buttes, que ce soit à la Courneuve, à la Villeneuve de Grenoble ou ailleurs, on crée des buttes pour... et souvent, Jacques Simon le disait, on finançait l'espace vert, puisqu'on appelait ça les espaces verts, par l'économie que l'on faisait sur la non-évacuation de la terre. Et on se préoccupait très peu d'ailleurs de la qualité des sols, on mélangeait tout. Et au fil du temps, finalement, la végétation s'est installée, mais ce n'était pas des meilleures conditions d'installation des arbres, notamment. Oui. Oui, une question. Ça a été très intéressant de voir l'évolution dans le temps et toutes les réalisations qui ont pu être faites. J'avais une question sur le suivi de chantier, sur le nombre d'ouvriers au mètre carré ou au mètre cube. Est-ce qu'on a des sortes de cahiers de chantier avec le nombre de personnes, de bêtes qui ont travaillé, de machines et autres? Parce que oui, ça a dû... pour les travaux de Versailles, par exemple. Oui, pour Versailles, on a... je serais incapable de vous dire les chiffres là. Chiara Santini, qui a étudié cette question, qui est historienne et qui enseigne l'art des jardins dans notre école à Versailles, pourrait vous le dire. Mais pour le creusement, par exemple, de la pièce d'eau des Suisses, dont on a remodelé l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a creusé, mais on a fait tout un modelé autour. On a mobilisé la garde suisse, c'est pour ça que, voilà, oui, qu'elle s'appelle pièce d'eau des Suisses. Et y avait évidemment beaucoup de main-d'œuvre. Comment dire, l'équipement commence à évoluer et la manière d'envisager les chantiers commence à évoluer véritablement au XIXe siècle. Et dans les travaux haussmanniens, on voit au but de Chaumont, mais ailleurs également, on va installer un système comparable à la mine ou à une carrière, avec des rails et des wagonnets qui soulageaient un petit peu la tâche des ouvriers. Voilà. Mais à Versailles, il y avait tel problème de chantier au départ qu'on a peu à peu créé des espèces de pensions pour les veuves, enfin des systèmes un petit peu
on va dire, de protection sociale, mais enfin, c'est le tout début, quoi. C'est justement parce qu'il y avait à la fois des blessés, des morts, enfin, les conditions étaient quand même extrêmement dures et les délais pour l'époque étaient quand même assez courts. Ouais. Merci Reda. On peut avoir plein d'autres questions. J'ai censuré un peu le chat des réseaux.